Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, manuscrits, photographies, objets archéologiques, la Bibliothèque nationale de France Richelieu conserve un patrimoine exceptionnel. Léa Zeroual remplit les intérieurs de ses inspirations, poussant avec elle les portes d'un univers où les pièces cohabitent en toute énergie. T-shirt blanc et jean, derrière un classicisme surprenant se cache en réalité tout le savoir-faire de la maison Bottega Veneta. C'est dans le bassin d'Arcachon que Jean-Louis Pierrard crée des couteaux d'exception. Bois, métaux, résine, il fait dialoguer les matières. Mais avant de rencontrer la créatrice Léa Zeroual, tout de suite point de vue. Laurens Alma Tadema est un peintre hollandais qui réalise en 1856 une drôle de toile aux accents effrayants appelée l'inondation de Bisbos en 1421. Elle est en réalité la représentation d'une légende néerlandaise. En effet, fin novembre 1421, les Pays-Bas connaissent de violentes inondations. Les habitants sortis pour constater les dégâts auraient aperçu un berceau flottant ainsi qu'un chat sautant de part et d'autre de ce dernier. Il agissait ainsi afin de maintenir l'équilibre et sauver le bébé de la noyade. Du fantasmé Superman au bien réel poilu mort pour la nation, l'ouvrage du jour revient sur les héros qui ont peuplé le monde ou l'imagination. Quelle est leur histoire et comment en sont-ils arrivés là? Qui peut devenir un héros? Othello Sambran dans la folie, le prince Hikaru Genji, le boxeur Mohamed Ali ou encore Cyrano de Bergerac et Victor Hugo, chacun est replacé dans un contexte historique. Une manière de voir l'histoire sous un autre prisme savamment guidée par l'autrice Alix Paré. Le filet à provisions, c'est l'indispensable des courses de nos grands-parents. Qui aurait dit qu'il ferait son grand retour sur les marchés et entre les rayons des grandes enseignes à l'heure du règne du sac plastique? C'est la manufacture Filt, labellisée Entreprise du patrimoine vivant, qui a l'idée de relancer la fabrication du cabas à provisions. En France, elle avait d'ailleurs été la première à le produire dans les années 1920. Une belle histoire autour d'un objet culte qui nous plonge en pleine nostalgie. Logé dans les crins précieux de la Bibliothèque nationale Richelieu, le patrimoine encyclopédique français s'expose, à découvrir dans tous aux musées. La Bibliothèque nationale de France possède l'une des plus riches collections au monde de livres, manuscrits et imprimés, d'une part parce qu'elle est héritière des collections des rois de France depuis la fin du Moyen-Âge, et d'autre part, le dépôt légal établi sous François Ier obligeait tout imprimaire du royaume à déposer un ouvrage dans les collections de la bibliothèque du roi. Installé dans l'ancien palais du cardinal Mazarin il y a exactement 300 ans, le site Richelieu de la BNF a rouvert ses portes en septembre 2022 après plus de 10 ans de travaux. Au sein du musée, des livres bien sûr, mais pas seulement. L'incroyable richesse de ces collections se déploie également aux monnaies et médailles antiques, dessins, gravures, cartes et globes. Plus de 40 millions de documents y sont conservés, dont 900 objets exposés selon un parcours allant de l'Antiquité à nos jours. Nous sommes ici devant le trésor de Berthouille, qui est le plus important et le plus riche trésor gallo-romain arrivé jusqu'à nous. C'est un trésor exceptionnel parce qu'il s'agit d'un trésor d'un temple, c'est-à-dire que ce sont les offrandes que les fidèles offraient à la divinité. Un sanctuaire consacré à Mercure situé en Normandie. Ces chefs-d'œuvre de l'argenterie romaine et gallo-romaine, exposés dans leur totalité, ne représentent pas moins de 25 kilos d'argent pur. Ils ont été retrouvés par le plus grand des hasards par un paysan qui labourait son champ. Il trouve à quelques centimètres sous terre cet immense trésor. Il a presque peur de s'approcher, donc il sort les pièces une à une avec sa pioche. Et d'ailleurs, les trous que nous avons sur les assiettes, sous les vases, sont des trous de la pioche de Prosper Thorin de 1830. Non loin de là, d'autres trésors comme le trône de Dagobert, le jeu d'échecs de Charlemagne ou cette partition manuscrite de Chopin. Mais une autre œuvre exceptionnelle attire notre attention. Exceptionnelle car il en existe seulement 12 exemplaires dans le monde, dont 2 appartiennent à la Bibliothèque nationale de France.
La Bible de Gutenberg est le premier livre imprimé en Occident à l'aide de caractères mobiles en plomb. Et c'est une véritable révolution parce qu'on n'a plus besoin de copier à la main les ouvrages, mais on peut les imprimer. Donc on peut imprimer plusieurs exemplaires du même ouvrage. Le premier livre voit le jour à Mayence, en Allemagne, en 1455. Ce n'est pas le hasard si le premier livre imprimé est une Bible. C'est d'abord les textes sacrés qui vont être imprimés, mais après on imprime des classiques latins, des classiques contemporains, donc effectivement ça permettra la diffusion du livre. Dans la galerie Mazarin, un des très rares exemples de galerie baroque encore conservée en France, la bibliothèque expose ses précieux objets en rotation. Tous les 4 mois, les collections changent par souci de conservation avant de reposer pendant plusieurs années dans les réserves, comme cet objet unique appartenant à Napoléon. Nous avons l'exemplaire de l'empereur du Code civil, donc c'est l'uniformisation du droit privé français qui s'adresse à cette nouvelle société bourgeoise et qui est quand même un texte base encore du droit d'aujourd'hui. Et derrière chacune de ces œuvres admirables se cache toujours une histoire sur leur propriétaire. Il faut savoir que Napoléon était un grand bibliophile, un grand lecteur. Il avait organisé des bibliothèques dans toutes ses résidences. Et même sur les champs de bataille, là vous avez le plan de la bataille d'Austerlitz, il faisait amener ses livres, parce qu'il lisait la nuit, des romans, des textes d'auteurs classiques. La visite du musée ne doit pas se clôturer sans un détour immanquable dans la somptueuse salle ovale. Inscrite au titre des monuments historiques, la salle impressionne par ses dimensions hors normes et par sa collection riche de 20 000 ouvrages mis à disposition des lecteurs invétérés ou encore des plus curieux de passage. Couleurs chatoyantes et matières riches, Léa Zeroual s'exprime aussi bien dans la création de mobilier que dans le design d'intérieur. C'est notre invitée. Moi, mon idée, c'est de développer une typologie d'objets qui soit pour la maison, pour les intérieurs, et de développer aussi tout un langage autour de ça. Je m'entoure d'artisans d'exception, des gens qui ont un savoir-faire, qui peuvent permettre la réalisation aussi de l'objet que j'ai imaginé. Parce que moi, concrètement, de mes mains, sans ces artisans-là, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ce dialogue-là avec les artisans qui m'intéresse. À 18 ans, la designer Léa Zeroual a quitté sa Corse natale pour faire des études d'art appliqué à Paris. Au gré de ses expériences chez India Madhavi ou Laura Gonzalez, Léa a fait ses armes pour finalement créer son agence en 2020. Loin de ses racines, elle s'est confectionnée un refuge parisien aux couleurs qui subliment la grisaille et dont la plupart des pièces ont une âme. C'est avec cette même volonté de transmettre des souvenirs et des émotions qu'elle imagine ses pièces. Il y a très peu de pièces neuves, parce que je pense qu'un objet, il doit être aussi sélectionné et choisi au fur et à mesure de nos expériences. C'est essayer aussi, par l'objet, de transposer un souvenir. Et je pense que ce qui est important dans le choix d'un objet chez soi, c'est qu'il faut qu'il nous accompagne aussi. Donc c'est un peu comme des partenaires de vie, et c'est vrai que c'est comme ça que j'essaye de créer mes pièces. Lorsque Léa imagine une pièce, elle dessine d'abord une répétition de courbes, de mouvements, afin de trouver la forme qui lui convient. D'abord, je passe par des longs moments de recherche de forme et de savoir... j'ai pas vraiment en tête le produit final. Et toute cette phase de recherche de formes qui sont un peu vraiment du dessin de forme libre, quoi, un peu comme ce qu'on pourrait faire en sculpture à la main, qui me permettent de pouvoir explorer le maximum de formes possibles et après les transfigurer directement en 3D et en passant de la main à la 3D, après l'objet se réalise, quoi. Inspirée par sa formation dans le design textile, Léa travaille le motif et la texture tout en le transposant sur des matériaux différents, avec toujours la volonté de mettre en avant le dialogue entre l'objet et la lumière.
l'idée, c'est de pouvoir avoir trouvé la brillance qui va sublimer aussi la forme du dessin. Parce que quand on parle d'arêtes, de face, de côté, il y a toujours l'impact de la lumière qui va venir taper sur la surface plane en fait, de l'objet. Et c'est important d'avoir des matières qui réagissent à cette lumière et qui la subliment. Et un peu comme le velours qui est un tissu qui prend la lumière, moi je trouve que la céramique et le verre sont vraiment des matériaux qui reflètent idéalement la lumière parce que ça a une importance primordiale dans un décor. En 2022, Léa a collaboré avec la galerie Maestria qui réunit plusieurs artistes et designers autour d'une même thématique. Pour la collection Arcanes majeures, qui sont les cartes du tarot de Marseille, Léa a tiré la carte représentant le soleil et a dû imaginer toute une typologie d'objets inspirés par ce symbole. De cette collaboration sont nées plusieurs pièces dont ce bougeoir mural en verre, inspiré des moucharabiés marocains et des bénitiers des églises corses. Un partenariat qui a tout de suite été une évidence pour Léa Coucy et Lucie Marquand-Guérard, fondatrice de la galerie. Tout de suite, en fait, on lui a présenté le projet et Léa, elle a été hyper inspirée. Elle nous a parlé voilà, de verre soufflé, de résine fractale, de ce qu'on pouvait faire avec du bois laqué. Et elle nous a beaucoup séduite par ses idées et par effectivement sa rapidité de réflexion autour du thème du soleil, du coup, parce qu'en plus elle a tiré la carte du soleil. Ça nous a parlé ça nous a parlé assez rapidement. Rapidement. Les inspirations méditerranéennes de Léa Zerwal, dont les créations solaires sont le reflet de ses origines et de son patrimoine culturel, donnent de douces envies de voyage à nos intérieurs. Bonjour Léa. Bonjour Katharina. Léa, vous êtes d'origine corse et marocaine et ces origines se traduisent parfaitement dans vos créations. Il y a un côté très solaire. C'est ce que j'essaye de retranscrire dans mon travail. C'est vrai que j'ai grandi en Corse jusqu'à l'âge de 18 ans où je suis montée à Paris faire mes études. Et j'ai été immergée sous le soleil depuis toujours puisque du coup mon père est marocain et ma mère est d'origine corse. J'ai vu en Corse des palettes de couleurs, de paysages extraordinaires. Et au Maroc, j'ai découvert plus l'artisanat d'art, car mon père avait une boutique de décoration où il importait de l'artisanat d'art marocain. Et ma mère a une boutique de décoration aussi, du coup, c'est vraiment une histoire de famille. Une histoire de famille. À l'âge de 10 ans, j'ai découvert l'Inde grâce à ma grand-mère qui avait une usine de mobilier à Jaipur et qui fabriquait ces meubles qu'elle vendait en Corse. Et du coup, j'ai toujours vu des pièces qui soient d'exception et qui soient aussi... pas des pièces de galerie. Et ça, je pense que c'est important aussi dans mon travail aujourd'hui. Que le design reste abordable, c'est ça que vous voulez dire? Ce que j'essaye de faire... Qu'il est utilitaire ou... Pour moi, un objet qu'on aime et qu'on a envie d'avoir, c'est un objet qui est certes fonctionnel, mais qui parle aussi qui raconte une histoire. Qui raconte une histoire et qui représente aussi une mémoire des choses. J'aime bien les objets qui ont une âme. Et je pense que les objets sont des partenaires de vie qui nous accompagnent. Alors des objets, vous en avez créé chez deux de vos consoeurs, pardon. Tout à fait, ouais. India Madavi et Laura Gonzalez, qui Exactement. sont deux grandes dames de la décoration. Comment s'est passée cette collaboration? J'ai eu la chance de pouvoir intégrer le studio d'India Madavi quand j'avais 23 ans. J'étais encore à l'école, donc j'ai fait 3 mois de stage et à la suite de ça, India m'a proposé d'intégrer le studio. Et je l'ai accompagnée pendant 2 ans sur la création de ces petits objets. Et c'était pour moi un rêve quoi, de pouvoir accompagner India parce que j'ai découvert le monde aussi du luxe, des projets d'envergure où il y avait des budgets pour pouvoir faire des objets d'exception. Ce que j'ai pu observer chez India et chez Laura, c'est India avait ce côté très perfectionniste sur la rigueur, Laura une énergie incroyable, une générosité folle. Et l'idée c'était aussi, j'ai pu observer chez les deux, je pense le meilleur quoi. Et moi, ce que je faisais, c'était vraiment d'être force de proposition et de pouvoir m'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des hôtels ou alors des boutiques pour des maisons de luxe comme Cartier. On a fait des restaurants à Paris et il fallait que je dessine les pièces qui vont composer ces intérieurs qui ont été développés par les architectes. Votre première collection, c'est un tabouret qui s'appelle Primo.
Tout à fait. Comment est venue cette inspiration? Comment elle est née, ce projet? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner mon ami Thomas Fournier, qui est architecte, sur un projet de spa, le spa de la marque Oh My Cream. Et du coup, lui, il faisait le concept architectural et ils m'ont proposé de dessiner le mobilier. Et en fait, j'ai mis le pouf un peu dans les plans et l'équipe d'O My Cream a adoré. Et du coup, c'est grâce à cette commande-là que le produit a pu exister. Et en fait, je crois que c'est aussi ce que j'ai appris dans les différentes agences d'architecture, c'est qu'un produit, quand il naît aussi d'une histoire et d'un concept, par rapport à un espace, c'est là aussi où il peut, comment dire, le produit existe aussi dans un intérieur. Et dans les années à venir, vers quoi vous tendez alors avec l'agence? Alors l'idée, c'est de... Moi, je veux continuer de garder la création. C'est-à-dire que pour moi, je pense que c'est hyper important de faire les choses que je veux montrer et que je veux développer. Mais j'aimerais vraiment pouvoir proposer aussi aux décorateurs, aux architectes, à des manufactures, par exemple, une manufacture de cristal qui veut développer un nouvel objet, et vraiment apporter mon expertise et mon œil à tout le monde et faire rayonner tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer une singularité sur des projets d'autres décorateurs, d'autres architectes. Merci beaucoup, Léa. Merci. Bottega Veneta présente une joyeuse parade haute couture où l'artisanat textile est à l'honneur, un défilé à ne pas manquer dans En Mode. Un débardeur, un jean, une chemise autour de la taille, peut-on faire plus banal? Regardez de plus près, chaque pièce est taillée dans du cuir. Bienvenue dans le monde de Bottega Veneta, où trompe-l'œil et artisanat règnent dans la bonne humeur. À sa tête, le créateur français Mathieu Blazy. Rares sont les jeunes stylistes à faire l'unanimité, mais depuis qu'il a pris les rênes de la création, la marque a pris un nouveau souffle. Le public l'attendait pourtant au tournant. Son prédécesseur, Daniel Lee, a fait de Bottega Veneta l'un des noms les plus prononcés de l'industrie grâce à sa relecture du cuir tressé historique de la marque et ses chaussures cartoonesques. Mais Mathieu Blazy a su réécrire ses propres règles. Ses collections sont réfléchies, son vestiaire dynamique et surtout généreux. Pour l'hiver 2023, il propose une parade, celle des gens que l'on croise dans la rue. Le créateur a réfléchi au carnaval et à ses personnages fantasques et décidé que finalement, Monsieur et Madame Tout-le-Monde méritaient tout autant que l'on s'arrête sur leur passage. Alors il nous offre une démonstration de style, de couleurs, de textures étonnantes, hommage à ces personnes dont le look attire le regard parce qu'elles ont simplement l'air bien, à l'aise, en phase avec des choix vestimentaires qui leur sont propres. Ainsi, chaque silhouette prend une direction bien à elle. Un pantalon fuseau impossible à porter, associé à un manteau strict. Une veste enfilée à l'envers, juste pour essayer. Une robe corsetée dénichée dans un dépôt-vente vintage. Ou ce vêtement naïf qui imite la broderie anglaise, un petit air d'enfance mais hautement sophistiqué. La collection célèbre une pure sensation de joie, l'élan de liberté que l'on ressent quand on sort de chez soi en chemise de nuit pour faire une course. La satisfaction d'enfiler une grosse paire de chaussettes et un pull trop grand qu'on ose porter comme une robe, ou de ressortir ce trench patiné par le temps mais qu'on ne peut se résoudre à quitter. Pour une marque avant tout célébrée pour ses sacs, l'offre vestimentaire est vaste. Ce ne sont pas moins de 81 silhouettes qui défilent sans hiérarchie aucune. Regardez de plus près, elles offrent tout un minutieux travail textile. Le cuir est décliné avec la plus grande souplesse. La maille donne dans les franges et les textures. Et partout, les matières frémissent, prennent la lumière, demandent à être touchées. Surtout, les silhouettes n'imposent aucune échelle de valeur.
Chacun peut les regarder avec ses propres yeux et y voir quelque chose de différent. Et c'est bien là que la mode est plus noble, quand elle ne force pas l'interprétation et qu'elle accueille tous les regards. Du dessin à la forge, en passant par les finitions, le coutelier Jean-Louis Pierrard donne vie à des pièces entre création d'art et objets fonctionnels. C'est une histoire qui a commencé quand j'étais tout petit, avec cet ami anglais qui m'avait offert un couteau pliant, un couteau suisse, que j'ai perdu très rapidement. Et ça a été un crève-cœur, bien sûr, un traumatisme de perdre ce couteau. Et il a fallu que je lui avoue, effectivement, je l'avais perdu. J'étais gosse, j'avais 11 ans. Et très vite, il m'en a offert un. Et donc, il m'a dit, ce couteau-là, tu ne le perdras jamais. Effectivement, je ne l'ai jamais perdu, je l'ai toujours là. Et peut-être que cette petite contrainte de faire attention à un couteau, ça a grandi. Et depuis, ouais, je fais attention au couteau. Et telle attention que c'est devenu ma passion. Cette passion, Jean-Louis Pierrard a fini par en faire son métier. Après une première vie dans l'outillage, il a installé son atelier sur le bassin d'Arcachon en 1993. Couteau pliant, couteau de cuisine, détroqueur pour séparer les huîtres, chacun a son histoire et Jean-Louis y met toute sa passion et son savoir-faire. Autodidacte, il a appris en observant des maîtres et en se plongeant dans les livres. Il prépare ses lames en les polissant et en les affinant. Une fois prête, il doit la durcir en la chauffant, puis en la trempant dans un bain d'huile chaude. On va tremper, c'est-à-dire modifier la structure de l'acier. Et là, c'est un acier inox, c'est un Z50. Donc sa température de trempe se situe entre 1070 et 1090 degrés. Je trempe pas trop dur parce que c'est un couteau à huîtres, c'est pas fait pour couper. Donc si je le trempais un peu sec comme un couteau, j'aurais le risque que la pointe casse facilement dans l'huître. Donc je le sors du four à 1070 et je vais le tremper dans l'huile que j'ai fait préchauffer à 80 degrés. Une fois la lame durcie, il faudra la polir à nouveau avant de pouvoir l'assembler. Jean-Louis utilise des bois nobles pour ses manches et consolide l'envers en contrecollant une fibre de verre pour éviter que le bois ne craque. Et chaque pièce a ses spécificités, comme le couteau pliant. Le couteau droit, comme le couteau à huître, c'est physique. C'est-à-dire que faut bosser, il faut s'accrocher, c'est dur, il faut poncer. Ça, c'est l'inverse. C'est pas très fatigant, mais c'est intellectuellement compliqué parce qu'il faut tout mesurer. Il ne faut pas se tromper, il faut percer des trous, il faut mesurer tous les forêts au palmaire et il faut que les cotes pour que ça fonctionne bien, que ça glisse bien, qu'il n'y ait pas de jeu. Un système d'ouverture-fermeture propre à Jean-Louis et qui, pour sublimer ses couteaux pliants, utilise des lames damassées, qui est une superposition de couches d'acier forgées ensemble qu'il fabrique dans un autre atelier ou qu'il achète. Pour le manche, il utilise également des bois nobles, mais aussi tout un tas de matériaux plus inattendus et étonnants les uns que les autres. Molaires de mammouth, météorites, bois calcifiés par les océans, pommes de pin, le tout stabilisé dans de la résine. Il n'y a pas très longtemps, j'ai récupéré ça sur une plage, c'est un pin de Corse, c'est un peu particulier. J'ai trouvé que cette matière était jolie. Et en fait, en la coupant et en la noyant dans la résine, ça donne un truc comme ça. Je trouve ça absolument magique, quoi. Ça fait partie des moments, disons, les plus intimes que j'ai avec le couteau et avec la matière, c'est je me mets là. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire du prochain couteau, je fais quoi? C'est ça, moi, qui me fait vibrer dans les couteaux, quoi. Si Jean-Louis est principalement créateur de couteaux d'art, il restaure et aiguise des couteaux de nombreux chefs cuisiniers du bassin. Un savoir-faire différent, mais qui demande aussi une grande maîtrise. À un moment donné, la lumière, là, elle est encore sur le tranchant. Là, je la vois, il y a un petit filet de lumière, là. À un moment donné, ce filet-là, il disparaît parce que il n'y a plus... Il n'y a plus 3 côtés, on va dire. 1, 2, 3. Le troisième côté disparaît. C'est le fil qui apparaît. Il brille de ce côté-là. Donc là, je sais que je suis bon. Il faut que je l'ai partout. Un savoir-faire ancestral et un artisanat d'art que Jean-Louis met au service de passionnés et de collectionneurs du monde entier en racontant des histoires avec ses couteaux.
Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!